Il y avait une population homogène, stable et tout ça jusque dans les années 70. Je vous dirais que de cette période-là à peu près maintenant, c'est des gens qui sont venus ici et qui se sont beaucoup acculturés aux gens de l'île, aux gens qui étaient là, qui ont appris à vivre en insulaire un peu avec les gens de l'île. Je veux dire, on a un bateau, on a un service d'hélicoptère l'hiver, on a un câble sous-marin, on va avoir la fibre, la fibre Belle va nous poser un câble sous-marin pour nous amener la fibre. Je veux dire, on est des très privilégiés. Avec nos règlements, on a beaucoup protégé l'environnement et on continue toujours dans le même sens. On a trouvé l'équilibre entre un léger développement et la protection du territoire. C'est la grande liberté. Regarde, c'est grand. Il y a de la place. Il y a de l'eau. La nature est variée ici. Puis on sent le temps. On sent venir le temps. C'est ce qui est beau. C'est le premier phare à avoir été créé en 1809. L'organisme qui s'occupait des phares, des quais, des bouées, qui s'appelait la Maison de la Trinité, est né en 1805. Et le premier phare au Québec a été ici, celui de l'Île Verte. C'est le symbole de l'île, si je peux dire ainsi. Si vous regardez le papier de la municipalité, si vous regardez la publicité qui est faite sur l'île, vous ne pouvez pas ne pas voir le phare. Ce phare-ci, comme les autres, ils ont perdu leur vocation première, qui était d'éclairer les bateaux et faire en sorte qu'ils ne s'échouent pas. Donc ça, c'est une vocation qui n'est plus là. La question est plus maintenant, comment le phare peut-il continuer à nous éclairer et les habitants de l'île aussi. Il y a quand même eu des naufrages importants ici. À 3 km à l'est de nous, il y a des rochers qu'on a toujours appelés les couillons, ou couillons, et de fait, je pense qu'ils portaient bien le nom, mais qui étaient extrêmement dangereux parce que couverts à marée haute. Et là, quand on tombe dans le 19e siècle, les bateaux n'avaient pas de GPS, n'est-ce pas? Il y a un bateau avec 250 personnes, surtout des immigrants irlandais, qui s'est échoué là. Heureusement, il n'y a pas eu de décès. Même en 1942, il y a quand même eu aussi un autre naufrage important ici, d'un bateau qui s'est perdu, mais encore là, sans perte de vie. Je me souviens que mon père nous disait vous ne ferez pas des gardiens de phare parce que c'est un métier qui disparaît. Il le savait très bien. Et donc, ça, c'est la première chose à accepter. Une fois qu'on a accepté ça, à quoi peut servir le phare? Quand je vois que c'est le symbole de la municipalité, un lieu, je dirais, de repos, de réflexion, un lieu de culture aussi.
C'est pas un phare de grande solitude comme on parlerait de l'île Rouge, par exemple, mais c'est pas un phare non plus comme Métis ou Pointe-au-Père, qui sont des phares quasiment en ville, si vous voulez. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on était quand même isolés. Là, vous voyez présentement, il y a quand même un certain nombre de résidences qui sont du côté nord de l'île, mais à l'époque où j'y ai vécu, et là je remonte là, dans les années 50 et début des années 60, on était les seuls à être du côté nord ici. C'était du travail 24/7. Hein? Il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit... Et ils étaient 2 personnes pour travailler là-dessus. Tous les membres de la famille collaboraient, évidemment, sans être payés, particulièrement les femmes, des gardiens, qui ont toujours apporté une contribution, entre autres pour la garde de nuit, etc. Ici, en bas, c'était bon pour les pommes de terre, particulièrement. De mon temps, on a toujours eu un cheval, une vache aussi, là. L'agriculture servait peut-être pour les animaux qu'on avait ici à la ferme et tout ça, mais le poisson, bien ça, il s'en vendait beaucoup à l'extérieur. Et le bois, c'était la même chose. Ouais. On faisait de la pitoune, je pense. De la pitoune, exactement. C'est une reproduction d'une pêche à la fascine traditionnelle, comme qui se faisait ici à l'île, puis un peu là, dans les environs. Là, vous avez la pêche au complet, là, en entier, mais qui commence ici, puis qui s'en va là, tout droit jusque là-bas, bien, tout droit avec une petite courbe. C'est la partie de l'aile de pêche qui sert à dévier le poisson. Quand la marée descend, elle descend par là-bas. La forme arrondie avec le lassage là, de branches d'aunes fait en sorte que le courant est dévié, les bancs de poissons suivent ça et sont déviés dans le port de pêche. Fait qu'une espèce de partie en cœur, là. Si c'est serré, comment que c'est une par-dessus l'autre. Ici, les branches d'aunes sont assez espacées, là, fait qu'à peu près au pied. Mais là-bas, c'est une par-dessus l'autre. On montait dessus, on les écrasait pour faire vraiment un panier qui emprisonnait le poisson, dans le fond. « 300 pieds, après ça, port de pêche. Mais eux autres, c'était 800, 900, 1000, 1200 pieds, là. Fait que ça partait loin, là. Fait que c'est ça, il y avait peut-être bien 800, 900, 1000 piquets, 1200 piquets, puis un à la fois, ils massaient ça, comme ça. C'est ce qu'on a appelé les pêches à fascines, comme tel. C'est le nom que ça portait. Les fascines étant des branches qu'on lassait entre des piquets, si vous voulez. Alors, c'était un énorme travail de construire ces pêches-là et aussi, par après, de les défaire rendus à la période d'automne. Et à une certaine période, quand on compte les pêche qui était du côté de l'île et celle qui était du côté de la rive sud, il pouvait y en avoir plus de 20 comme tel. Ouais. C'était donc une industrie qui était importante. Il y avait le bout d'en bas et le bout d'en haut. Il y avait comme 2 sous-cultures. Les meilleures terres étaient les terres du bout d'en haut. Ici, au bout d'en bas, je pense que c'était meilleur pour la pêche. C'était des pêcheurs. En tant que pêcheurs, ils avaient leur saison de pêche. Ils travaillaient fort, évidemment. Mais à un moment donné, la pêche finit. Il y a l'hiver, puis bon. Fait que c'était des gens qui avaient un mode de vie différent des agriculteurs. L'autre bout de l'île, côté vers Québec, c'était plus des agriculteurs. Alors, un agriculteur, ça n'arrête jamais. Bien, ce qui est particulier à l'île, entre autres, c'est que le temps n'existe pas comme tel. Le temps, c'est la marée qui te le donne. Tu traverses pas. La mer est haute, la mer est basse, il y a une grande mer, petite mer à maigre d'eau, comme ils disent. À l'île, là, il y a une solidarité obligatoire. À la longue,
Tu fais partie de la famille, et pas... mais c'est très long, je pense, pour bien faire partie de la famille. Il y en a un, moi, Vital, là, un pêcheur, qui ça faisait longtemps que j'étais là, puis je commerçais avec lui, j'achetais son poisson, puis on s'obstinait tout le temps, puis on a eu du fun. Puis à un moment donné, il dit « Robert, t'es quasiment quelqu'un de l'île. » Ça, j'ai trouvé ça touchant. La Société des traversiers du Québec vous souhaite une belle traversée. Le quai, c'est vraiment le lieu là, où on rencontre tout le monde, où on dit « Ah, puis un tel est chez lui. » Bon, c'est l'endroit où on les voit. Là. Donc, le bateau l'été, puis l'hiver, c'est l'hélicoptère. Comme je vous ai parlé tantôt, l'hélicoptère, ça devient l'héliport, le centre de l'île. Alors, tout le monde se rencontre là. Là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent, qui sortent quand on est dans l'héliport. Mais pour ça, le reste du temps, on ne les voit pas. Les gens sont chez eux, on les voit durant les activités. Ici, l'île, c'est quand même 13 km de long, et avec des maisons là, dispersées le long du chemin. Alors, on ne se rend pas compte, justement, qu'il y a beaucoup. C'est pour ça que ça donne un espèce de quiétude. Puis tout ça, c'est tranquille, mais des fois, c'est surprenant. Il y a beaucoup de monde, mais c'est parce que les gens sont chacun chez eux en train de faire leur petite chose. Le territoire est grand pour le peu de personnes qui est ici. Là. C'est difficile ici d'avoir un commerce. On est dans un milieu insulaire, alors c'est très difficile. Il y en a qui ont essayé. On a déjà eu des petits dépanneurs et tout ça, mais c'est pas viable. Là. Il n'y a pas suffisamment de population pour faire vivre un commerce. Donc, l'épicerie, on se dépanne très bien avec les commerces de la terre ferme, surtout ceux du village. Là. On commande à distance, ils mettent ça sur le traversier. On récupère nos choses ici sur l'île sans devoir traverser. On commande nos médicaments à la pharmacie sans devoir traverser. Ils mettent ça sur le bateau, on a ça ici. Le boulanger, on peut avoir du pain frais, on peut avoir même des légumes à un moment donné. Alors là, on a une bonne relation avec les commerces de la terre ferme, justement, qui viennent compléter là, nos besoins ici. C'est un musée qui est consacré au squelette et à son interprétation. Donc, j'ai réuni toute une collection de squelettes. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des spécimens qui me permettent de raconter une histoire. En 2000, j'ai fondé le musée. Oui, parce que ça faisait 3 ans que j'avais pris ma retraite et puis que c'était temps que je fasse quelque chose, que j'avais envie d'enseigner. Moi, j'ai adoré enseigner, moi, toute ma vie. Et là, c'était une belle occasion de pouvoir continuer à mon rythme. L'école, j'en avais assez, mais l'enseignement me manquait. Alors donc, ça m'a permis de le faire. J'essaye de couvrir le plus grand possible d'informations obtenues à partir du squelette. Là, ici, j'ai des oiseaux. Ici, j'ai une section consacrée à l'évolution de l'homme. Alors, j'ai des moulages des principales étapes de l'histoire de l'homme, de Toumaï, à travers les Australopithèques, les Homo erectus et tout ça, jusqu'à l'homme de Cro-Magnon. Depuis que les gens sont partis, les maisons sont vendues à des gens comme moi qui venaient de l'extérieur, là, qui sont... Moi, j'y vis maintenant de façon permanente, mais beaucoup de gens viennent seulement l'été, là. Et il y a des maisons qui se louent, il y a des gîtes, il y a des choses comme ça qui se sont développées sur l'île, donc ça attire le tourisme. En plus de ça, je pense que le fait que l'île soit un peu fermée par les marées, là aussi, ça attire les gens, parce que... Et ce qui vient chez nous, c'est des écotouristes, c'est du bon tourisme. L'insularité à l'île, c'est un milieu différent. Organisé différemment, la vie est différente, le temps est différent.
c'est un mode de vie. Aujourd'hui, on peut dire que dans l'hiver, c'est à peu près là, 70 à 80 personnes de gens qui rentrent et qui sortent de l'île. L'été, on peut s'attendre à peu près 300-350 personnes quand on prend toutes les familles, enfants, grands-parents et tout ça. On a modifié nos règlements et on a ajusté nos règlements de façon justement à contrôler ce qui se faisait. Maintenant, pour pouvoir se construire, les gens doivent avoir un terrain qui borne au chemin, qui borne à l'eau. Donc, on a comme éliminé les possibilités de rues perpendiculaires, de rues parallèles. Alors, c'est toujours le chemin de l'île et le chemin du phare. Les chemins secondaires qu'on a, c'est les chemins des quais, des 2 quais. Et puis, il n'y a pas de possibilité de créer d'autres rues. Le transport, oui, c'est un enjeu, ça fait partie de notre vie. C'est ça qui rythme notre vie ici, là. Comme je disais tantôt, l'été, on vit au rythme des marées. C'est la marée qui dicte quand est-ce qu'on sort. L'hiver, ben là, c'est l'horaire d'hélicoptère. C'est toujours un sujet de conversation ici, les transports, le bateau, l'hélicoptère et le pont de glace. Là, les gens se mettent à regarder le pont de glace assez tôt. Dès que la glace commence à se former, tout le monde parle du pont de glace. Ça aussi, c'est important. C'est le seul moment dans l'année où on peut entrer et sortir sans contrainte. La période de vie dans laquelle j'ai connue, il y a eu tellement de un gros changement. C'est passé d'un milieu rural, dur, dans lequel les gens travaillaient d'arrache-pied, ils travaillaient fort. Il y avait des bateaux, ils faisaient la coupe de bois pour vivre. Ils pêchaient, mais c'était un autre mode de vie complètement. Ça n'a rien à voir, c'est exotique, là, mais c'est fini. C'est ça, c'est fini. Dans 10 ans, ça va être quoi, je ne sais pas. Pour les personnes qui ont vieilli ici, est-ce que ces personnes-là pourront continuer à rester ici sur l'île? Et d'autre part, on va à l'autre bout du système, il n'y a pas d'école. Donc, jusqu'à quel point, si une personne a des enfants ici à l'île, bien, c'est l'école à domicile. C'est tout ce qu'on peut faire. En 2017, il y avait 27 personnes qui demeuraient l'hiver à l'île, parce que ça a diminué avec les années. Là, on est dans le sens contraire. Là, plus ça va, plus ça augmente. Alors, plus ça va, plus on a des gens. Et puis, c'est tous des gens, c'est tous des amoureux de l'île aussi. Là. Donc, moi, je vois d'un bon oeil, mais je vois ça dans la continuité, mais toujours dans la continuité de continuer à protéger notre île, justement, au maximum, puis essayer de garder là, notre territoire intact, mais toujours, comme je dis tout le temps, un bon équilibre entre le développement, un léger développement, parce que c'est un léger développement, et la protection de l'île. L'avenir de l'île, moi, je le vois, j'en ai peur. Moi, j'ai des petits-enfants qui sont très attachés à l'île. J'espère qu'ils pourront continuer à y venir, qu'on assurera les services qu'on a maintenant ou qu'on laissera les gens y vivre.